te quitte encore et encore, peut-être même à plusieurs reprises. Mais tu revenais toujours. Il y avait toujours un message, un appel, un « j'ai réalisé que j'avais besoin de toi ». Et même si tu savais que tu ne devais pas, tu revenais. Parce qu'à chaque fois que cette personne partait, une partie de toi croyait que ce serait la dernière fois. Et à chaque fois qu'elle revenait, une partie de toi espérait que cette fois ce serait différent. Mais alors il s'est passé quelque chose d'inattendu. Cette personne est partie une fois de plus, sauf que cette fois, c'était différent. Pas de drama, pas de larmes, pas cette intensité qui accompagnait toujours ses départs. Simplement, une disparition. Comme si tu n'avais jamais existé, comme si toutes ces années n'avaient rien signifié, comme si tu étais un objet, devenu inutile et jeté à la poubelle sans un regard en arrière. Et ça fait plus mal que toutes les fois précédentes réunies, parce que les fois précédentes, bien que douloureuses, il y avait de la passion, de l'énergie. Il y avait la promesse implicite d'un retour. Mais cette fois, tu ressens un vide différent, une froideur que tu n'avais jamais ressentie, une certitude terrifiante que cette fois, c'est définitif. Carl Jung, ce grand explorateur de l'âme humaine, a documenté ce phénomène et lui a donné un nom qui explique tout. Il l'a appelé la mort de l'objet. Et il a averti que lorsqu'un narcissique procède à son rejet définitif, ce n'est pas seulement la fin d'une relation, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et perturbant. C'est le moment où, littéralement, tu cesses d'exister, dans sa réalité psychique, un peu comme si tu disparaissais de son monde intérieur. Si tu ressens cela maintenant, si ce dernier rejet t'a semblé complètement différent de tous les précédents, cette vidéo va t'expliquer pourquoi. Et, plus important encore, elle va te montrer comment survivre à quelque chose qui donne l'impression de mourir, tout en étant vivant. Commençons par comprendre quelque chose de fondamental. Un narcissique n'a pas de rejets normaux. Comme les gens normaux ont des ruptures, un narcissique opère par cycles. Et ces cycles ont une logique interne que Jung a documentée avec précision, comme un cercle vicieux dont il est difficile de s'échapper. Le cycle classique a 4 phases. Idéalisation, où tu es parfait. Dévaluation, où tu commences à faillir. Rejet, où cette personne t'abandonne. Et aspiration, ce que l'on appelle en anglais le hoover, où elle revient te chercher. Ce cycle peut se répéter des dizaines de fois pendant des années. Et à chaque fois que le narcissique revient, la victime croit que les choses seront différentes. Un espoir fragile, souvent déçu. Mais il y a quelque chose que peu de gens comprennent. Chaque cycle érode quelque chose chez le narcissique. Ce n'est pas qu'il ressente des remords ou qu'il apprenne. C'est que toi, en tant que source d'approvisionnement, tu t'épuises, tu deviens prévisible. Tu ne génères plus les mêmes réactions intenses. Tu ne lui donnes plus le même niveau d'attention désespéré. Tu n'alimentes plus son ego comme tu le faisais au début. Jung a appelé cela l'épuisement de l'objet de supply. Le narcissique t'utilisait comme source d'énergie psychologique. Mais, comme toute source, elle finit par produire moins. Et quand tu produis moins que ce dont il a besoin, il cherche de nouvelles sources, fraîches, inexplorées, des proies plus faciles à manipuler. Le rejet final survient quand le narcissique a déjà trouvé une nouvelle source principale. Il ne te quitte pas à cause de toi. Il te quitte parce qu'il a déjà ton remplaçant, ou ta remplaçante, assurée. Et c'est ce qui rend ce rejet si différent de tous les précédents. Dans les rejets précédents, le narcissique s'en allait, mais gardait la porte ouverte. Il savait qu'il pourrait revenir si besoin. Il te gardait en réserve. Tu étais son plan B, son assurance, sa source d'urgence, pour quand la principale faillirait. Mais dans le rejet final, il n'a plus besoin de toi, même comme réserve. Il a une nouvelle source primaire, et probablement est déjà en train de cultiver de nouvelles réserves. Tu n'as plus de place dans son économie émotionnelle. Et c'est pourquoi ce rejet est si froid, si définitif, si absolument dépourvu d'émotion. Jung a documenté que ce moment est dévastateur pour la victime, précisément parce qu'il révèle la vérité qui a toujours été là. Tu n'as jamais été aimé. Tu as été utilisé.
Et quand tu as cessé d'être utile, tu as été jeté. Il n'y a pas de façon douce de digérer cette réalité. C'est brutal. Mais c'est nécessaire pour guérir. Maintenant, nous devons parler des 5 signes qui distinguent le rejet final, des rejets temporaires. Parce que reconnaître la différence peut éviter des années d'attente, d'un retour qui n'arrivera jamais. Le premier signe, c'est l'absence totale de drama. Les rejets temporaires du narcissique sont généralement accompagnés d'intensité émotionnelle, des disputes, des accusations, des larmes. Le narcissique fait une scène. Parce qu'il a besoin de se nourrir de ta réaction, ta douleur, ta confusion, ton désespoir. Tout cela lui donne de l'énergie. Mais le rejet final est silencieux. Pas de dispute, pas d'explication, pas de scène. Le narcissique s'en va simplement, ou pire, il cesse simplement de répondre, du jour au lendemain. Tu es un fantôme. Quelqu'un qui ne mérite même plus l'effort d'une confrontation. Jung expliquait que cette froideur n'est pas accidentelle, elle est intentionnelle. Le narcissique a déjà obtenu tout ce qu'il pouvait de toi. Il n'y a plus d'énergie à extraire. Alors pourquoi gaspiller de l'énergie dans une scène de rupture? Tu ne vaux plus cet effort dans son esprit. Le deuxième signe, c'est la vitesse du remplacement. Dans les rejets temporaires, le narcissique peut mettre des semaines, voire des mois, à montrer quelqu'un de nouveau. Ou il peut ne montrer personne, parce qu'il n'y a personne. Mais dans le rejet final, le remplaçant apparaît presque immédiatement, parfois en quelques jours. Parfois, il était déjà là depuis avant. Ce n'est pas une coïncidence. Le narcissique ne t'a pas quitté pour ensuite trouver quelqu'un. Il a trouvé quelqu'un, et ensuite il t'a quitté. Il avait déjà commencé à cultiver la nouvelle source, pendant qu'il était encore avec toi. Il attendait juste le bon moment pour faire le changement. Jung appelait cela la transition de supply sans vide. Le narcissique ne peut pas vivre sans source d'énergie. Il en a littéralement besoin pour se sentir vivant. C'est pourquoi il ne te quitte jamais, avant d'avoir quelqu'un d'autre d'assuré. Le rejet final est simplement le moment, où la nouvelle source est prête à assumer ta fonction. Le troisième signe, c'est l'absence de Hoover dans les schémas normaux. Le narcissique finit par revenir. Il peut mettre des semaines ou des mois, mais le retour est presque inévitable. Tu lui manques. Il a besoin de toi. Il s'est rendu compte que tu es spécial. Tout ce qu'il a besoin de dire pour réactiver ton espoir et ton attention. Mais après le rejet final, le Hoover n'arrive pas. Les semaines passent, les mois passent, et rien. Pas de message, pas d'appel, pas d'apparition surprise. Le narcissique a vraiment disparu de ta vie. C'est parce que le Hoover requiert que le narcissique te voie comme une option viable. Si tu t'es complètement épuisé en tant que source, s'il a déjà extrait tout ce que tu pouvais donner, il n'y a plus d'intérêt à revenir. Ce serait comme revenir à un puits sec en espérant y trouver de l'eau. Jung avertissait que cette absence de Hoover peut être plus douloureuse que le Hoover lui-même, parce qu'au moins quand le narcissique revenait, tu sentais que tu importais, que tu avais de la valeur, que tu étais désiré, même de façon malsaine. Mais quand il ne revient pas, tu es confronté, Isha, à la réalité la plus dure. Tu ne vaux même plus l'effort d'être manipulé, Isha. Le quatrième signe, c'est la réécriture totale de l'histoire. Dans ces rejets temporaires, le narcissique peut te critiquer, te blâmer, mais généralement, il conserve un fragment de l'histoire partagée. Il admet que vous avez eu de bons moments. Il reconnaît qu'il y a eu de l'amour, même au passé. Mais dans le rejet définitif, l'histoire entière est réécrite. Soudain, il ne t'a jamais aimé. Tu as toujours su que c'était ainsi. Il ou elle a toujours été la victime. Tu as toujours été le problème. Chaque bon moment est effacé ou réinterprété comme quelque chose de négatif. Cette réécriture, ce n'est pas seulement pour les autres, c'est pour le narcissique lui-même. Carl Jung a montré que le narcissique a besoin de te déshumaniser complètement pour pouvoir te rejeter sans culpabilité. S'il admettait qu'il t'a aimé, que vous avez eu quelque chose de réel, il devrait affronter ce qu'il te fait.
Mais s'il réécrit tout pour faire de toi le méchant depuis le début, le rejet devient quelque chose de justifié, même héroïque. Le cinquième signe, c'est la cruauté gratuite. Les rejets temporaires peuvent être durs, mais il y a généralement une limite. Le narcissique te voit encore comme utile dans le futur. Alors, il ne te détruit pas complètement. Il te laisse blessé, mais fonctionnel. Mais le rejet définitif est souvent accompagné de cruauté qui semblent inutiles, des commentaires conçus pour détruire ton estime de soi, des révélations de trahison passée, des humiliations publiques, des attaques à tes insécurités les plus profondes, des choses qui vont au-delà de simplement terminer une relation. Jung appelait cela la rage narcissique du rejet. Le narcissique, même s'il n'a plus besoin de toi, ressent de la rage contre toi. Rage parce que tu lui as rappelé son propre vide. Rage parce que tu as fini par ne plus l'adorer comme il en avait besoin. Rage parce que tu existes comme témoin de sa véritable nature. Cette cruauté est sa manière de s'assurer que tu sois détruit. Parce qu'un objet rejeté qui continue de fonctionner est dangereux. Il pourrait parler. Il pourrait avertir les autres. Il pourrait révéler la vérité. Mieux vaut le détruire complètement pour que personne ne le croie s'il essaie un jour de raconter son histoire. Maintenant, nous devons comprendre pourquoi le rejet définitif fait plus mal que tous les précédents. Parce que ce n'est pas seulement la fin d'une relation, c'est la fin d'une illusion que tu as maintenue vivante pendant des années. Jung a identifié 3 raisons principales pour lesquelles le rejet définitif est si dévastateur. La première raison, c'est la mort de l'espoir. Durant tous les cycles précédents, une partie de toi gardait espoir. Peut-être que cette fois, il changera. Peut-être que cette fois, ce sera différent. Peut-être que si je fais ceci ou cesse de faire cela, il ou elle sera finalement la personne qu'elle a promis d'être au début. Cet espoir, c'est ce qui te maintenait dans le cycle. C'est ce qui te faisait revenir chaque fois que le narcissique revenait. C'est ce qui te faisait pardonner l'impardonnable. C'est ce qui te faisait croire que l'amour que tu as ressenti au début était réel et pourrait revenir. Le rejet définitif tue cet espoir. Il ne le laisse pas blesser. Il le tue complètement. Parce que quand le narcissique ne revient pas, quand le silence s'étend pendant des mois, quand tu vois sa nouvelle vie sans toi et sans trace de douleur, tu comprends que ce n'était jamais ce que tu croyais, que l'espoir que tu as maintenu vivant toutes ces années était une illusion. Jung appelait cela le deuil de la fantaisie. Il disait que parfois, le deuil le plus difficile n'est pas pour ce que nous avons perdu, mais pour ce que nous n'avons jamais eu, mais que nous croyions avoir. Le rejet définitif t'oblige à faire ce deuil, et c'est dévastateur. La deuxième raison, c'est la confrontation avec le vide. Pendant que tu étais dans le cycle avec le narcissique, ton identité était entrelacée avec la relation. Tu pensais à lui ou elle constamment. Ton état émotionnel dépendait de comment allèrent les choses entre vous. Ton sentiment de valeur venait d'être choisi, d'être recherché, d'être l'objet de tant d'intensité. Quand le rejet définitif arrive, tout cela disparaît, et tu te retrouves seul, avec un vide que tu ne sais pas comment remplir. Pas parce que tu regrettes la personne, mais parce que tu ne sais pas qui tu es sans la dynamique de cette relation. Jung a averti que les victimes de narcissiques expérimentent fréquemment une crise d'identité après le rejet définitif. Elles ont passé tellement de temps à s'adapter aux demandes du narcissique, à anticiper ses réactions, à essayer de le satisfaire, qu'elles ont perdu contact avec leur propre moi. Et maintenant que le narcissique est parti, elles ne savent pas qui elles sont. Ce vide est terrifiant. Mais c'est aussi le commencement de la guérison réelle, parce que seulement quand le narcissique disparaît complètement, tu peux commencer à reconstruire qui tu es vraiment. La troisième raison, c'est la révélation de la vérité. Pendant que le cycle continuait, tu pouvais maintenir certaines illusions. Peut-être qu'il m'aime, mais ne sait pas comment le montrer. Peut-être qu'il a des problèmes. Mais au fond, c'est une bonne personne. Peut-être que c'est moi qui ne donne pas assez. Le rejet définitif détruit toutes ces illusions. Parce que quand quelqu'un te rejette avec la froideur de celui qui jette un objet inutile, tu ne peux plus prétendre qu'il t'aimait. Tu ne peux plus chercher d'excuses. Tu ne peux plus te blâmer de ne pas être assez. La vérité émerge avec une clarté brutale.
Tu n'as jamais été aimé comme personne. Tu as été utilisé comme une ressource. Et quand tu as cessé d'être utile, tu as été éliminé sans remords. Jung a dit que cette révélation, bien que dévastatrice, est nécessaire. Parce que tant que tu maintiens l'illusion, tu resteras vulnérable. Tu continueras à croire que si seulement tu avais fait quelque chose de différent, les choses auraient fonctionné, mais quand la vérité se révèle complètement, tu commences à comprendre que cela n'a jamais été à propos de toi. C'était à propos de l'incapacité du narcissique d'aimer qui que ce soit. Maintenant, il y a quelque chose d'important que tu dois comprendre sur pourquoi le narcissique peut faire cela sans remords apparents. Jung a noté que le narcissique ne vit pas la fin des relations comme les personnes normales. Pour une personne normale, terminer une relation significative implique deuil, nostalgie, questionnement. Il y a de la douleur parce qu'il y a eu une connexion réelle. Mais le narcissique n'a pas eu de connexion réelle avec toi. Il a eu une transaction. Tu lui donnais quelque chose dont il avait besoin, que ce soit de l'admiration, de l'attention, du service, du statut ou toute autre forme d'approvisionnement. Et il te donnait l'illusion de l'amour en échange. Quand la transaction cesse d'être bénéfique pour lui, il la termine simplement. Il n'y a pas de deuil, parce qu'il n'a rien perdu qu'il valorisait. Il a seulement perdu une source qu'il peut remplacer. Et il l'a déjà remplacée. Jung appelait cela la relationnalité transactionnelle du narcissique. Le narcissique n'a pas de relation. Il a des accords. Et quand l'accord cesse de le bénéficier, il l'annule sans sentimentalisme. C'est ce qui rend le rejet définitif si froid. Le narcissique ne souffre pas. Il ne te regrette pas. Il ne se repent pas. Il a simplement continué comme quelqu'un qui change de téléphone quand le vieux cesse de fonctionner. Pour lui, tu es un objet obsolète, rien de plus. Et je sais que c'est dur à entendre. Je sais qu'une partie de toi veut croire que quelque part, il ou elle souffre aussi, qu'il se souvient de toi, qu'il ressent quelque chose. Mais cette croyance, c'est justement ce qui te retient prisonnier. La réalité, c'est que le narcissique est probablement déjà complètement focalisé sur sa nouvelle source d'approvisionnement. Tu fais partie du passé. Et un narcissique ne regarde jamais en arrière. Carl Jung avertissait que accepter cette réalité est la première étape vers la libération. Tant que tu espères que le narcissique ressente ce que tu ressens, tu resteras connecté à lui. Mais quand tu acceptes qu'il n'a jamais ressenti et qu'il ne ressentira jamais les choses comme toi, tu commences à lâcher prise. Si ce contenu t'aide à voir ta situation avec plus de clarté, le Super Thanks est une façon de soutenir notre travail et de nous encourager à continuer à exposer ces vérités difficiles. Chaque vidéo comme celle-ci demande de la recherche, du temps et la volonté de dire des choses que la plupart préféreraient ignorer. Ton soutien rend possible pour plus de personnes de sortir de la confusion et d'entrer dans la clarté. Maintenant, nous devons aborder un sujet crucial. Pourquoi certaines victimes attendent le retour de leur bourreau pendant des années? Et comment éviter de tomber dans ce piège? Après le rejet définitif, beaucoup de victimes entrent dans un état d'attente. Chaque notification du téléphone pourrait être lui ou elle. Chaque voiture similaire qui passe dans la rue pourrait être Antoine venant te chercher. Chaque date significative amène l'espoir d'un message. Cette attente peut durer des années, littéralement, des années de vie perdue, à attendre quelqu'un qui ne reviendra pas. Et pendant que tu attends, tu ne guéris pas, tu n'avances pas, tu ne te reconstruis pas. Tu attends, c'est tout. Jung a documenté que cette attente est une forme de lien traumatique non résolu. Le lien traumatique que tu as formé avec le narcissique ne disparaît pas automatiquement quand il s'en va. Il reste là, actif, cherchant à se compléter. Et la seule façon dont ton esprit pense qu'il peut se compléter, c'est avec le retour du narcissique. Mais le retour ne vient pas, et l'attente te consume. Il y a 5 pièges mentaux qui maintiennent les victimes dans cette attente, et tu dois les reconnaître pour t'en échapper. Le premier piège, c'est l'idéalisation sélective. Ton esprit commence à se souvenir seulement des bons moments, les débuts parfaits, les moments de connexion, les promesses, et il oublie ou minimise toute la maltraitance, toute la douleur, toute la destruction.
Cette idéalisation n'est pas la réalité, c'est ton esprit, qui essaie de justifier la douleur que tu ressens. Si il ou elle était vraiment mauvais, pourquoi est-ce que ça fait si mal de le perdre, alors ton esprit décide qu'il n'était pas si mauvais, qu'il y avait des choses bien, que peut-être ça vaut la peine d'attendre. Mais la vérité, c'est que la douleur ne vient pas de perdre quelque chose de bien. Elle vient du lien traumatique. Elle vient de l'addiction qui s'est formée, à travers le cycle d'abus. Et cette addiction fait mal, même si ce que tu as perdu était toxique. Le deuxième piège, c'est la croyance en l'exception. Ton esprit te dit que ton cas est différent, que ce que vous aviez était spécial, que même si le narcissique a rejeté d'autres personnes de façon permanente, avec toi, ce sera différent. Cette croyance ignore tout ce que tu sais sur les schémas narcissiques. Le narcissique ne fait pas d'exception. Il n'a pas de relation spéciale. Il a des cycles qu'il répète avec différentes personnes. Et tu n'es pas l'exception. Tu fais partie du schéma. Le troisième piège, c'est la responsabilité mal attribuée. Ton esprit commence à croire que, si tu avais fait quelque chose de différent, il ne serait pas parti. Si tu avais été plus compréhensive, moins exigeante, plus parfaite, alors les choses auraient fonctionné. Cette croyance te maintient dans l'attente, parce qu'elle implique que tu peux arranger les choses, que s'il revient, et que tu fais les choses bien cette fois, tout sera différent. Mais la vérité, c'est que tu n'as rien fait de mal. Le narcissique est parti, parce que c'est ce que les narcissiques font. Ils épuisent les sources d'approvisionnement et en cherchent de nouvelles. Ça n'a rien à voir avec ta valeur ou tes actions. Ça a à voir avec sa pathologie. Le quatrième piège, c'est le monitoring obsessionnel. Après le rejet, beaucoup de victimes commencent à surveiller les réseaux sociaux du narcissique. Chaque nouvelle photo, chaque mise à jour, chaque signe de la nouvelle vie que le narcissique est en train de construire sans toi. Ce monitoring est autodestructeur. Chaque fois que tu vois le narcissique heureux avec quelqu'un d'autre, ta blessure se rouvre. Chaque fois que tu vois la preuve qu'il ou elle continue d'avancer, pendant que tu es paralysé, tu confirmes l'idée que tu n'étais pas suffisant. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que les réseaux sociaux du narcissique sont une performance. Ils montrent exactement ce qu'il veut que tu vois, et une partie de ce qu'il veut que tu vois, c'est à quel point il est heureux sans toi. C'est une forme de contrôle à distance, pour te maintenir blessé, pour prouver qu'il a gagné. Jung avertissait que rompre le monitoring est essentiel pour guérir. Chaque fois que tu regardes, tu réinitialises le lien traumatique. Chaque fois que tu cherches de l'information, tu t'éloignes de la guérison. La seule façon d'avancer, c'est d'arrêter de regarder complètement. Le cinquième piège, c'est la fantaisie de vengeance à travers le retour. Certaines victimes attendent le retour, non pas parce qu'elles veulent revenir avec le narcissique, mais parce qu'elles fantasment de le rejeter. Elles imaginent le moment où il ou elle revient en rampant, et où elles disent finalement non. Finalement, elles ont le pouvoir. Finalement, elles gagnent. Mais cette fantaisie te maintient autant prisonnier que l'espoir de réconciliation, parce que tant que tu attends quoi que ce soit du narcissique, que ce soit de l'amour ou l'opportunité de le rejeter, tu restes connecté, tu continues à lui donner de l'espace mental, tu continues à vivre en fonction de lui. Jung disait que la vraie libération, ce n'est pas de gagner contre le narcissique, c'est que le narcissique cesse d'importer. C'est d'arriver au point où son retour ne te donnerait aucune satisfaction, parce que tu n'as plus besoin de rien de lui, ni son amour, ni sa souffrance, rien. Maintenant, nous devons parler de comment survivre au rejet définitif, parce qu'il ne s'agit pas seulement de supporter la douleur, il s'agit de transformer l'expérience en croissance. La première étape, c'est d'accepter qu'il ne reviendra pas, et pas parce qu'il ne peut pas, mais parce qu'il ne veut pas. Ça fait mal. Mais c'est la base de tout ce qui vient après. Tant que tu gardes la porte ouverte mentalement, tu ne peux pas commencer à guérir. Ferme la porte. Accepte que cette histoire est terminée. Pas comme tu le voulais, mais elle est terminée. Jung était très clair sur le fait que l'acceptation n'est pas la même chose que la résignation.
Tu n'acceptes pas que tu méritais ce qui t'est arrivé. Tu acceptes que c'est arrivé. Tu acceptes que le narcissique a fait ce que les narcissiques font. Et tu acceptes que ton pouvoir n'est pas de le changer, lui, mais de te changer, toi. La deuxième étape, c'est d'éliminer toute possibilité de contact. Bloque-le sur tous les réseaux. Supprime son numéro. Efface les photos. Pas parce que tu dois oublier, mais parce que tu as besoin d'espace pour guérir. Chaque point de contact potentiel est une tentation, et chaque tentation t'éloigne de la récupération. Jung appelait ça l'amputation psychique. Parfois, la seule façon de sauver l'organisme, c'est de couper la partie infectée. Le narcissique est une infection dans ta vie psychique. Et la seule façon de guérir, c'est de l'éliminer complètement. Sans exception. Sans. Peut-être juste pour voir comment il va. Sans rationaliser que ça fait des mois et je peux gérer. Tu ne peux pas gérer. Pas encore. Peut-être jamais. Et c'est OK. Tu n'as pas besoin de pouvoir gérer ça. Tu as juste besoin de rester à l'écart. Loin. La troisième étape, c'est de vivre le deuil correctement. Tu ne fais pas seulement le deuil de la relation. Tu fais le deuil de la personne que tu croyais qu'il ou elle était, du futur que tu avais imaginé, des années que tu as investies, de la version de toi-même que tu as perdue dans ce processus. Ce deuil multiple demande du temps et de l'attention. Ne le réprime pas. Ne fais pas comme si tout allait bien. Ne te jette pas dans une autre relation pour éviter de ressentir. Ressens. Pleure. Mets-toi en colère. Traite chaque couche de ce deuil. Parce que chaque couche non traitée deviendra un fardeau que tu traîneras dans tes relations futures. Carl Jung disait que le deuil évité ne disparaît pas. Il se transforme. Il se transforme en dépression, en anxiété, en schéma relationnel dysfonctionnel, en addiction. Le deuil doit être traversé et non évité. La quatrième étape, c'est de reconstruire ton identité en dehors de la relation. Pendant des années, tu étais celui ou celle qui était avec le narcissique. Tes pensées, tes décisions, tes émotions, tout tournait autour de cette relation. Maintenant, tu dois redécouvrir qui tu es quand tu n'es pas en orbite autour d'une autre personne. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te passionne? Quelles sont tes valeurs? Quels rêves as-tu abandonnés? Ces questions peuvent être difficiles à répondre après des années à te perdre dans une autre personne. Mais y répondre est essentiel pour te reconstruire. Jung parlait de ce processus comme de l'individuation post-traumatique. C'est le processus qui te permet de devenir qui tu es vraiment, et non celui ou celle que le narcissique avait besoin que tu sois. C'est douloureux parce que cela implique de confronter tout ce que tu as perdu, mais c'est aussi libérateur, parce que tu peux enfin être toi-même. La cinquième étape, c'est de comprendre pourquoi tu es entré dans cette dynamique. Ce n'est pas pour te culpabiliser, c'est pour te protéger. Quelque chose dans ton histoire t'a rendu vulnérable à ce type de relation. Peut-être une enfance avec des parents narcissiques, peut-être une estime de soi endommagée, peut-être une tendance à trop donner en échange de peu. Jung insistait sur le fait que connaître ses vulnérabilités est la meilleure protection contre la répétition des schémas. Si tu ne comprends pas pourquoi le narcissique a pu t'accrocher, tu risques qu'un autre narcissique le fasse à l'avenir. Mais si tu illumines ces zones, il devient beaucoup plus difficile de te manipuler. Ce travail est dur. Il exige une honnêteté brutale envers toi-même. Mais c'est le travail qui t'empêchera de revivre ça. Maintenant, je voudrais conclure avec quelque chose que Jung considérait comme le paradoxe du rejet définitif. Le rejet définitif, bien que dévastateur, est aussi le plus grand cadeau que le narcissique puisse te faire. Parce que tant que le cycle continuait, tu ne pouvais pas guérir. Chaque retour rouvrait les blessures. Chaque nouvelle phase d'idéalisation te faisait oublier l'abus. Chaque espoir de changement te maintenait prisonnier. Mais quand le narcissique effectue le rejet définitif, quand il part vraiment pour de bon, il te libère. Pas parce qu'il veut te libérer. Il ne pense pas à ta liberté. Mais le résultat est une libération. Parce que maintenant, il n'y a plus d'attente à gérer, plus de cycles à survivre, plus de faux espoirs qui te désorientent. Il n'y a que le vide. Et le vide, bien qu'effrayant, est de l'espace pour guérir, de l'espace pour grandir,
de l'espace pour devenir qui tu es vraiment. Jung écrivait que parfois, les pires choses qui nous arrivent sont celles qui nous sauvent. Le rejet définitif ressemble à la mort. Mais c'est la naissance d'une nouvelle vie. Une vie que le narcissique ne t'aurait jamais permis de vivre tant qu'il était présent. Si aujourd'hui tu souffres du rejet définitif, si tu as l'impression que tu ne vas jamais surmonter ça, laisse-moi te dire quelque chose. Car tu vas le surmonter, pas aujourd'hui, pas demain, mais éventuellement. Et quand tu le feras, tu regarderas en arrière et tu comprendras que ce moment, cette douleur insupportable, était le commencement de ta vraie vie. Le narcissique t'a rejeté parce que tu ne lui servais plus. Mais dans ce rejet, sans le vouloir, il t'a rendu à toi-même. Et ça vaut plus que tout ce qu'il ou elle aurait pu te donner. Maintenant, je te demande quelque chose. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre ce que tu vis, laisse-moi un commentaire. Dis-moi combien de cycles tu as traversé avant le rejet définitif. Combien de fois il ou elle est revenu avant de partir définitivement. Ton nombre peut aider les autres à voir le schéma, à comprendre qu'ils ne sont pas seuls, à reconnaître que c'est quelque chose qui arrive et qu'on peut y survivre. Et si tu connais quelqu'un qui est dans cet endroit sombre après un rejet qui lui a semblé différent de tous les précédents, partage-lui cette vidéo pas comme un conseil, pas comme je te l'ai dit, juste comme ici. Il y a quelque chose qui pourrait peut-être t'aider à comprendre ce que tu ressens. Parce que personne ne devrait affronter ça seul. Personne ne devrait croire qu'il est le seul à qui c'est arrivé. Et personne ne devrait passer des années à attendre un retour qui n'arrivera jamais. Le narcissique est parti. Et même si aujourd'hui ça fait plus mal que tout au monde, demain sera le premier jour du reste de ta vie. Une vie où c'est toi qui décides qui entre, où c'est toi qui définis ta valeur, où c'est toi qui écris ton histoire. Le narcissique a écrit le chapitre de l'abus, mais c'est toi qui écris le chapitre de la guérison. Et ce chapitre peut être le plus puissant de tous. Abonne-toi pour plus de contenu qui expose les tactiques qui détruisent des vies. Active la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et souviens-toi, le rejet définitif n'est pas ta fin. C'est la fin du cycle et le commencement de ta liberté. Jung le disait il y a près d'un siècle. Parfois, ce qui semble être une destruction est une transformation. Et ce qui semble être la fin n'est que le commencement.